Ravi de vous retrouver pour ce nouvel RH Live dédié à l'optimisation et aux achats de formation. Je suis Aurélien Miseret, spécialiste en achats de formation et président de l'Afterwork RH. Ravi de vous retrouver, Yacine, Manon et Axel, autour de cette thématique essentielle dans les RH. Bien sûr, s'il y a d'autres personnes qui arrivent tout au long de la session, elles reprendront le cours de l'intervention en direct. Et puis, je vous propose qu'on commence dès maintenant avec à la fois le programme des réjouissances, mais tout d'abord vous demander qui êtes-vous et pourquoi vous souhaitez participer à cette session. Donc, Axel, tu as répondu rapidement tout à l'heure, Hmm. mais si Yacine ou Manon voulaient répondre soit à l'oral, soit par écrit, c'est évidemment tout à fait possible. Et Axel, je te laisse la parole. Ouais. Donc bonjour, je m'appelle Axel, j'ai 25 ans. Je suis donc RH généraliste dans la tech, donc dans une entreprise du nom de Sociable. On est 100 personnes aujourd'hui, présents en France, en Inde et aux États-Unis. Et donc je participe moi à cette formation par curiosité pour découvrir un petit peu ce sujet car je le connais pas beaucoup aujourd'hui. Très bien. Merci beaucoup, Axel. Merci. Et j'espère justement que tu auras tout l'éclairage que tu souhaites pendant cette session. Merci. Yacine? Alors, bonjour, moi c'est Yacine Pen et je suis chargée des ressources humaines et administratives au niveau de Canal Plus Sénégal. Donc, je participe à cette session parce que je suis appelée à faire des achats de formation, parce que j'ai un plan de formation que j'ai rédigé et que je dois proposer au niveau de la direction générale pour des formations de l'amélioration de compétences de nos équipes. On est 99 sur Sénégal, mais aussi il y a 3 entités qui sont rattachées à Canal Plus Sénégal, comme quoi le Talent et Spectacle qui est TS, et Editis qui est une maison éditoriale, mais aussi Digital Factory. C'est que ils gèrent tout ce qui est MyCanal et autres, donc la digitalisation. Voilà. Ok, très bien. La digitalisation de l'offre de Canal+ au Sénégal. Exactement, oui. Et on peut le dire aussi, tu as aussi la fonction d'organisatrice de l'Afterwork RH au Sénégal à Dakar. Oui, C'est effectivement. aussi, c'est aussi la façon dont on a commencé à bosser ensemble. En tout cas, ravi de vous avoir aujourd'hui en session. Manon, tu peux nous rappeler peut-être par écrit rapidement ce que tu fais et pourquoi tu voulais suivre cette session? Oui, j'ai pu allumer mon micro. Donc, je profite des moments où je suis seule pour pouvoir le rallumer de temps en temps. Moi, je suis donc assistante ressources humaines sur des missions généralistes dans une entreprise d'automatisme. On est 180 sur toute la France avec des agences commerciales qui sont réparties un petit peu partout en France. Et on a un vrai souci de formation sur l'entreprise, puisque clairement, il n'y a pas de budget qui est alloué à ce sujet-là. On ne fait que les formations obligatoires liées à notre secteur d'activité et j'aimerais pouvoir proposer des alternatives à la direction pour leur montrer qu'on peut inviter les collaborateurs à suivre des formations au-delà de leur simple CPF. Absolument, Manon, absolument. Et tu as aussi dit une phrase magique que j'entends aussi très régulièrement dans le milieu des ressources humaines, c'est le on n'a pas de budget. Et en général, cette phrase, j'ai tellement entendu qu'on a décidé à l'Afterwork RH de proposer un événement dédié à cette thématique. Donc, tu trouveras le replay sur notre chaîne Afterwork RH sur YouTube. Mais effectivement, en fait, comment on arrive à penser sa stratégie RH pour qu'elle soit à la fois qualitative, mais qu'elle soit aussi et surtout avec des coûts les plus bas possibles. Parce qu'on sait que cette problématique budgétaire est une problématique récurrente dans les ressources humaines, et c'est pour ça que on a essayé de donner des pistes, en tout cas, à défaut de solutions, mais des pistes justement pour proposer une politique, une stratégie RH qualitative avec un budget réduit. Et c'est aussi l'objet de cette session autour de l'optimisation des achats, parce que évidemment, il y a deux manières de créer de la valeur au sein d'un service RH, c'est soit en réduisant les coûts, soit en augmentant la valeur perçue par les collaborateurs, le département et plus largement par l'entreprise. Donc, c'est une thématique qui est effectivement cruciale et on va l'aborder à travers le programme du jour. J'espère que vous arrivez à lire correctement, mais en tout cas, on va d'abord s'intéresser au recueil des besoins avec la façon dont on peut optimiser son recueil en gagnant du temps, en proposant des formations déjà présélectionnées, différentes modalités. Ensuite, on verra comment on peut négocier avec les organismes de formation.
comment on peut aussi organiser des achats groupés avec d'autres entreprises, comment marketer son offre aussi, c'est super important pour que les collaborateurs finalement choisissent les formations que vous avez présélectionnées pour eux. Et finalement, on verra aussi les nouveaux modes de formation et les dispositifs existants de prise en charge notamment. Et donc, si c'est OK pour vous, on commence dès maintenant avec l'aspect de l'optimisation. Le programme est assez dense, donc on reviendra certainement sur les outils à la fin de ce webinaire. J'avais prévu de vous présenter Airtable notamment, donc ça, si c'est OK pour vous, on verra ça peut-être plus à la fin. Et puis, on commence tout de suite avec le recueil des besoins. Alors, dans un premier temps, il est essentiel de connaître les différentes étapes de recueil des besoins et finalement les différentes étapes existantes pour recueillir les attentes des collaborateurs concernant la formation. Notamment, en fait, en déterminant des thématiques. C'est-à-dire que avant même de faire votre recueil des besoins, vous devez être proactif dans la façon dont vous allez préparer ce recueil des besoins. À savoir que une technique qui est courante et que j'ai vue régulièrement dans les entreprises, clientes, ça a été d'abord de se dire qu'on va interroger les collaborateurs de manière indifférenciée sur les besoins éventuels qu'ils pourraient avoir. Et on demande en général au manager d'administrer un questionnaire ou alors lors des entretiens de recueillir le besoin de formation. Et malheureusement, aujourd'hui, ça se fait encore en version papier, ce que je trouve surprenant parce qu'on est quand même en 2023 avec des outils, notamment des outils no-code qui permettent vraiment de fonctionner de manière optimisée avec des formulaires à envoyer directement aux collaborateurs. Donc, la première des choses, quand je vous dis déterminer les thématiques, les domaines et les sous-domaines que vous allez proposer aux collaborateurs, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que en amont, vous allez présupposer des besoins de vos collaborateurs. C'est-à-dire que vous savez que d'année en année, par exemple, il va y avoir de la formation management, de la formation en anglais, de la formation au digital, par exemple. Et parmi ces trois domaines, ces trois thématiques de formation, vous allez sélectionner les domaines. Vous savez que vous avez besoin de former vos futurs managers. Donc, dans le domaine management, vous allez prévoir les formations du domaine et du sous-domaine devenir manager, par exemple. Et étant donné que vous allez déjà préorienter le catalogue de formation, enfin, le recueil des besoins, vous allez après, derrière, nécessairement orienter le choix des collaborateurs par rapport à ces formations. Est-ce que c'est OK pour vous, cette notion? Oui, oui, oui. Ouais? Oui, oui. OK. Et donc, du coup, le fait de préorienter ces formations, c'est que vous savez quel type de formation vous allez proposer, quel type de formation vous allez négocier et auprès de quel OF vous allez être amené à négocier, les recevoir et mettre en place des accords cadres, par exemple. Donc, le fait de déterminer en amont les formations que vous allez proposer, ça, c'est quelque chose qui va vous faire gagner du temps et qui va vous faire gagner en efficacité pour l'ensemble du process qui va suivre. N'oubliez pas non plus à ce moment-là de laisser une ouverture aux managers et aux collaborateurs de proposer des formations que vous n'avez pas déjà présélectionnées pour eux. Parce que sinon, ça risquerait d'être senti comme quelque chose d'imposé ou d'imposer trop fortement pour les collaborateurs et les managers qui se disent, mais en fait, l'ARH ou le responsable de formation ne pense même pas qu'on puisse avoir besoin de formation métier, par exemple. Donc, présélectionner, pré-identifier, mais laisser aussi la possibilité d'amener d'autres besoins éventuels soumis par les opérationnels ou la prod, par exemple. Expliciter également les modalités que vous allez proposer sur ces domaines, ces thématiques et sur ces intitulés, parce que en fait, effectivement, le fait de mettre en place des formations à distance, en e-learning ou en présentiel ou en mix, ça va vous permettre aussi d'anticiper les éventuels coûts de formation, ça va vous en permettre d'anticiper les absences, parce que ça, c'est aussi un problème, notamment dans les plus petites structures, que d'avoir, par exemple, 4, 5, 6 personnes, par exemple, qui partent dans la journée, sur toute une journée ou sur plusieurs jours. Ça peut désorganiser la production, le fonctionnement et les réunions. Et c'est pour ça que le fait d'amener des modalités qui soient parfois plus souples en termes de déplacement géographique ou de disponibilité, c'est quelque chose qui peut être bien perçu aussi lors du recueil des besoins. C'est-à-dire que là aussi, vous avez aussi anticipé effectivement les modalités qui pouvaient être attendues par les différentes parties prenantes, les managers, les collaborateurs, dans la mise en place de leur formation. Ensuite, orienter, comme je vous le disais au niveau du recueil, orienter les choix
de vos collaborateurs autour des intitulés que vous avez déjà pressentis. Et pour cela, comme je vous le disais à l'instant, c'est très facile que d'utiliser un formulaire de type Google Form ou Airtable. Et ce que je vous disais tout à l'heure, le zoom sur Airtable, je vous le propose, disons, à la fin de la session, parce que ça va vous permettre de voir que vous pouvez administrer un questionnaire et remplir des tableaux de recueil du besoin et d'arbitrage, qu'on verra ensuite, de manière très efficace. Est-ce que vous avez des questions sur l'optimisation du recueil? Est-ce que ça vous paraît clair? Est-ce qu'il y a des choses qui vous paraissent à préciser peut-être? Moi, ça me paraît clair pour l'instant. Ok, très bien. N'hésitez Ouais, pas moi, si vous avez... c'est très clair. Oui, pour Merci moi Manon. aussi, c'est bon. Très bien. C'est des choses auxquelles... Hello Janine, bienvenue. C'est des choses auxquelles vous aviez déjà pensé? Le fait, par exemple, de présélectionner certains intitulés ou certaines formations pour les proposer aux collaborateurs parce que vous savez que ce sera facile à négocier pour vous? Oui, moi, j'avais fait un Google Form. Ok. Donc, j'ai partagé avec tout le personnel pour Mhm. faire un sondage et voir, mais aussi j'ai présélectionné par rapport à leur profil, par rapport à leur poste et les formations, ce dont ils ont besoin, par rapport à la politique aussi de l'entreprise. Ok, ok. Oui, effectivement, je ne l'ai pas précisé, mais le recueil des besoins est effectivement adapté en fonction des populations de l'entreprise. Les formations de la production, des managers ou de la direction ou les différentes demandes ne seront pas forcément les mêmes, bien évidemment. C'est pour ça que ce travail de présélection, il doit effectivement couvrir l'ensemble de la population de l'entreprise et respecter évidemment la politique de formation et la stratégie de formation du groupe, évidemment. Mais merci en tout cas de la précision ici. Là, on arrive à la partie négo avec les organismes. C'est-à-dire que vous avez récupéré votre besoin, vous n'avez pas encore arbitré, vous avez, disons, l'ensemble des besoins de vos collaborateurs et quelle démarche vous pourriez avoir dans l'identification des OF qui pourraient répondre à vos besoins. Alors, dans un premier temps, et ça peut paraître un peu surprenant, mais dans les ressources humaines, j'ai vu beaucoup de situations où les responsables formation ou les responsables RH ne négociaient pas avec les organismes de formation. C'est-à-dire que lorsque on recevait, enfin, je remets ma casquette de gestionnaire d'achat et acheteur de formation, lorsque j'étais opérationnel et en prod, en fait, très souvent, je voyais des responsables de formation commander des devis auprès d'organismes de formation. Ils recevaient les devis, ils en comparaient 3 et ils signaient en bas à droite pour le devis qui lui paraissait le plus pertinent par rapport à sa demande. Le point, c'est que il est tout à fait possible de négocier même un seul besoin. Alors effectivement, ça prend du temps, mais c'est tout à fait rentable que d'essayer de proposer une négociation aux organismes de formation. Et ça, c'est quelque chose, c'est un réflexe que je vous invite à avoir parce que, encore une fois, c'est pas quelque chose qui culturellement, dans les ressources humaines, est fait de manière spontanée. Depuis la crise de 2008-2009, c'est là que j'ai vu les choses changer. C'est-à-dire que à partir de 2010, il y a eu une volonté d'optimiser les achats, mais dans beaucoup d'organisations, on considérait qu'en dessous de 5 000, 10 000 ou 20 000 euros d'achat de formation, il n'était pas nécessaire de négocier les volumes. Donc après, c'est à vous de placer le curseur de ce que vous souhaitez négocier ou non, mais sachez que là, au vu de la transformation mise en œuvre par les entreprises et la nécessité d'économie, parce que tout augmente et il y a une vraie inflation, je pense que le fait de négocier avec les organismes de formation peut vous permettre des économies et mis bout à bout, à la fin de l'année, des économies qui sont concrètes, réelles et qui permettent de mettre en place certainement euh, d'autres formations pour les collaborateurs l'année suivante, ou alors de prévoir une prime pour le gestionnaire RH ou pour la responsable de formation qui a réussi à négocier autant de budget de formation supplémentaire. Mais après, je vais m'arrêter là parce que je n'ai pas envie d'avoir de problématiques avec des DRH ou avec des directions générales sur le salaire des participants de ce webinaire. Donc, Et, concrètement, et, quel- oui, et quels sont les leviers justement pour négocier pour un service RH? et merci pour la question, Axel. Alors, sur cette slide-là, j'ai vraiment essayé de mettre en présence les attentes à la fois des organismes et à la fois vos marges de manœuvre à vous en tant que RH. Alors, les organismes, eux, en tant qu'entité commerciale, attendent du volume, de la régularité et de la fréquence.
Donc du volume, c'est assez simple à comprendre. Il faut leur envoyer une quantité de formation, une quantité en euros ou en heures de formation. Ça, c'est une chose. La régularité, c'est-à-dire que les organismes attendent de pouvoir travailler avec vous d'année en année. Il ne faut pas oublier qu'avant la réforme de 2012, en fait, et même les réformes plus récentes, on avait des plans de formation pluriannuels. C'est-à-dire que sur 3 ans, un organisme de formation savait qu'il allait avoir autant de volume de tels clients sur 3 ans. Donc, en termes de gestion, c'était beaucoup plus facile pour les organismes d'avoir cette visibilité-là. Et depuis 2014-2015, en fait, les obligations ont changé, notamment vis-à-vis du plan de formation et des déclarations fiscales, etc., etc. Donc, je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, mais une chose est certaine, c'est que les organismes aujourd'hui ont beaucoup moins de visibilité sur leur commercial sur 1 an, 2 ans ou 3 ans. Donc, un des leviers que vous avez et ce que vous pouvez déjà prendre en compte dans vos négos, c'est l'attente des organismes, à savoir qu'ils veulent de la régularité et de la fréquence. Et quand je dis de la fréquence, c'est un nombre de volumes, un nombre de formations envoyées chaque mois ou chaque année. Typiquement, c'est régulier parce que chaque année, il y a de la formation qui tombe, mais il y a aussi une fréquence parce que chaque mois, je reçois 3, 4, 5 personnes à former de cette entreprise. Donc ça, c'est les attentes des organismes. D'un autre côté, et merci pour la question, Axel, vous, en tant qu'OF, vous pouvez, pardon, en tant que responsable RH, vous pouvez référencer les organismes, c'est-à-dire avoir un historique de la relation que vous avez avec eux. Je vous dis ça, ça peut paraître assez évident, mais je l'ai vu chez nombre de clients. On passe une commande chez tel organisme, chez Segos, une autre chez Orsys, et l'année suivante, on recommence sans même savoir quelles formations ont été suivies chez quel organisme. Pour peu qu'il y ait des changements dans les équipes et que finalement un responsable de formation ou un responsable RH change de poste, il est tout à fait possible qu'on oublie même la relation commerciale et les négos qui ont été entamés avec les responsables ou les OF précédemment. Donc ça, c'est un premier point, c'est d'être capable de suivre la relation commerciale que vous avez avec les organismes avec lesquels vous bossez. Ça peut paraître là aussi assez, comment dire, assez normal, mais c'est une pratique que je n'ai pas vu faire dans de nombreuses entreprises. Ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est bien sûr recevoir plusieurs organismes de formation pour faire jouer la concurrence, tout simplement. Et le faire savoir. C'est-à-dire que vous faites savoir aux organismes que vous recevez que vous avez vu leurs confrères. Et donc, du coup, ils savent qu'ils sont en lice avec d'autres organismes. Là où, là encore, c'est pas toujours le cas et c'est pas toujours une pratique qui est faite. On aime bien bosser avec cet organisme depuis des années. On va rester avec lui parce que c'est quelqu'un avec qui on a une sympathie, on a créé une relation commerciale et on n'a pas envie de déroger. Eh bien, pour le bien de votre entreprise, pour le bien de vos finances, ça peut être sympa d'aller voir s'il n'y a pas d'autres organismes de formation qui sont capables d'assurer ces besoins également. Ce que je vous invite à faire aussi, troisième axe, c'est à mettre en place des accords cadres pluriannuels. C'est-à-dire que ça, les organismes aiment beaucoup qu'une entreprise s'engage avec eux sur 1 an, de 1 an à 3 ans, par exemple. Parce que, comme je vous le disais précédemment, c'est ce qui est attendu par les organismes de formation. Ils veulent de la visibilité et si vous leur donnez cette visibilité, vous aurez un axe de négociation avec eux, nécessairement. Parce que le volume va peut-être pas se faire sur l'année, mais le volume pourra peut-être se faire sur 3 ans. Et là, ils seront beaucoup plus enclins à vous accorder des réductions, notamment. Proposer des appels d'offres aussi. Ça, je sais que c'est fastidieux, c'est un peu long à mettre en œuvre. C'est effectivement chronophage. Mais c'est là aussi, à mon avis, une façon pour vous de critériser oh, je perds mes mots. De critériser les éléments qui font que vous allez travailler avec un organisme plus qu'avec un autre. Tout simplement, en fait. Le fait de proposer des appels d'offres, c'est d'après moi une des méthodes objectives pour négocier avec les organismes. Vous savez que le contenu représente, je sais pas moi, 40% de la note. La souplesse d'intervention et le multimodal représentent 30% de la note et les 30% restants étant les tarifs et la façon dont l'organisme est capable de vous proposer une réduction, notamment. Ensuite, négocier en direct, même pour de petits montants, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. En fait, il m'est arrivé de voir des achats de formation en dessous de 20 000 euros qui ne sont jamais négociés, qui ne sont même pas regardés. Là où, en fait, on se rend compte qu'en proportion, les achats de moins de 20 000 euros représentent 30% des achats. Vous voyez? Donc, en fait, avoir ce type de critères en disant en dessous de 20 000 ou en dessous de 10 000, on ne négocie pas, ça peut être remis en question si vous commencez à négocier quasi systématiquement les devis que vous avez. Et après, pour finir, vous pouvez aussi faire appel à une centrale d'achat qui, eux, mutualisent les besoins de leurs clients pour ensuite aller négocier directement avec les organismes de formation avec des réductions importantes.
Est-ce que, Axel, j'ai répondu à ta question? Oui, oui, oui. Ouais, c'est clair. Et tu as des pistes concrètes pour la suite? Alors là, ça donne des idées en effet. Donc, bon, après pour la suite, moi, comme aujourd'hui là, je suis pas dans ces sujets, je pourrais pas le mettre pour l'instant en place, mais en tout cas, ça donne des idées pour la suite. Ah, absolument. Là, c'est vraiment, enfin voilà, c'est vraiment les éléments essentiels, Mmh. basiques. Enfin, je veux dire simple et basique pour faire une référence à un autre Aurel. Mais une chose est certaine, c'est que c'est essentiel de le mettre en place. Si vous avez, enfin, c'est vraiment par ça qu'il faut commencer. Une fois que vous avez commencé à faire jouer la concurrence, à négocier, à mettre en place des accords cadres, là, vous avez déjà un début d'action, d'achat de formation structuré et plutôt professionnel. Du coup. Janine, j'ai vu que tu avais levé la main. Est-ce que tu avais une question par rapport à cette slide? Je t'en prie. Oui, moi j'avais juste une question par rapport à la négociation avec les organismes. Mhm. En fait, j'arrive à visualiser le fait de négocier lorsqu'il s'agit de formations qu'on organise en intra, donc avec uniquement des personnes de notre entreprise. Donc ça, c'est sur devis et j'arrive à visualiser la négociation. Mais par contre, j'ai du mal à me dire que pour une formation inter-entreprise où j'envoie juste un de mes salariés dans une formation où il y a plein d'autres personnes, d'autres entreprises. J'ai du mal à essayer, enfin, j'ai du mal à me dire que je devrais négocier alors que d'autres entreprises payent le plein tarif, en fait. Alors, concernant l'Inter, effectivement, enfin, voilà, tu vois même la façon dont je commence l'explication. Et merci pour la question, sincèrement, merci. À ça, plusieurs choses. Une méthode facile pour commencer. La première des choses, c'est de se dire combien de demandes ou de personnes tu envoies en inter par an chez cet organisme-là. Tu vois, Mm. c'est de pas se dire au mois de janvier, bon, bah, j'ai une ou deux personnes à envoyer dans l'année, je ne suis pas en mesure de négocier avec eux. Essaye de prévoir le nombre de personnes que tu vas envoyer en inter chez eux tout au long de l'année. Ça, c'est le Ouais. premier truc. Et ça peut être un levier de négo. En disant, je vous envoie 10, 15, 20 personnes dans l'année en inter, parce que c'est plus facile en Mm. termes de date et de disponibilité pour la prod. Là, tu as un axe de négo. OK? Ok. Je travaillais pour un grand groupe industriel qui font les boîtes noires dans les avions, les équipements de première, les équipements de protection individuelle, etc. Ça commence Mm. par ONI, ça finit par Well, sans les citer. Et en fait, ils avaient beaucoup de sites partout en France, en fait. Et chaque responsable formation ou chaque responsable RH des sites avait, pareil, comme toi, Janine, un ou deux besoins à envoyer à un ou deux OF. Tu vois? Mm. Donc pour eux, la marge de manœuvre était quasi impossible, en fait. Ouais. Et c'est ce qu'ils nous expliquaient. Et en fait, je me suis amusé à faire la chose suivante, c'est que j'ai récupéré une dizaine de plans de formation, donc pour chacun des sites, et je les ai consolidés. C'est-à-dire que j'ai mis tous les besoins individuels en inter, et je me suis vite rendu compte qu'il y avait énormément de besoins en commun. Mm. Et pour un même groupe, en fait, au lieu de constituer une session avec 10 personnes, enfin, en envoyant 10 personnes en inter, j'ai constitué une session en intra avec les 10 personnes, et j'ai constitué moi-même l'intra à la base de besoins en inter. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais quand Parce que c'est j'avais du volume. différent. Comment? Vu que j'avais plusieurs personnes sur le même besoin sur des sites différents, en fait, j'ai Ouais. mutualisé et j'ai transformé ces besoins en inter en intra. Mais je sais que ça répond pas encore à ta question parce que tu as peut-être encore une ou deux personnes à envoyer chez un organisme chaque année. On est bon? Ouais. Voilà. Du coup, ce que tu peux faire, et je vais pas me faire des amis en te disant ça, notamment chez nos amis organismes de formation, mais tu prends la formation, le coût de la formation en intra. En général, on va prendre un exemple. Pour 10 personnes en intra, ça va être, je sais pas moi, 2000 euros par exemple. OK? Mm. Par contre, la même formation en inter-entreprise, individuellement, elle peut par exemple s'élever à la même formation en inter-entreprise à 500-600 euros par personne. OK? Ouais. Et donc, du coup, tu te rends compte qu'une formation qui coûte 600 euros en intra, si tu envoies une dizaine de personnes, la formation est à 6000 euros. Là où cette même formation, pardon? Non, Excuse-moi. j'ai rien dit. Ah, ok, excuse-moi. En fait, je reprends donc l'explication. Si tu envoies une personne en intra, la formation coûte 600 euros. En inter, pardon, si tu envoies une personne en inter, la formation coûte 600 euros. Alors que cette même formation en intra peut coûter 2000 euros, par exemple.
Et tu te rends bien compte que la marge des organismes est beaucoup plus importante sur la formation inter. Et c'est là où tu peux leur dire, voilà, je sais que vous avez une marge plus importante sur les formats inter parce que c'est effectivement des sessions qui sont plus difficiles à constituer pour vous. Ceci dit, je voulais savoir s'il était possible de faire quelque chose parce que je sais que les marges sont plus importantes sur les inter que sur les intras. Et vu qu'on bosse beaucoup ensemble sur les intras, je voulais savoir si vous pouviez faire quelque chose pour moi sur l'inter de Micheline de la compta qui a besoin de cette formation en inter exceptionnellement. Donc là, l'idée, c'est d'appuyer sur le fait que les marges sur les sessions inter sont plus importantes, présupposées, et s'appuyer sur la relation globale commerciale que tu as sur des sessions intra pour demander une réduction éventuelle sur de l'inter. C'est à peu près, enfin, c'est ce qu'il y a de plus simple c'est ce qu'il y a de plus simple en termes de négociation avec les organismes. Est-ce que ça répond un peu plus à ta question déjà? Ouais. Okay. Ouais. Carrément. Même si effectivement les inters, ça reste quelque chose de plus difficile à négocier parce que par définition, on n'a qu'une personne à envoyer à l'année, par exemple. Donc, il faut faire jouer le reste de la relation sur d'autres aspects, en fait. Donc ça, c'est Ouais, et super important. c'est Oui. surtout aussi que parfois, enfin, je sais que nous, par exemple, on travaille beaucoup avec Segos, d'ailleurs, on a un contrat cadre avec eux, et on envoie souvent des personnes en inter, mais c'est pas parce qu'on peut pas faire d'intra, c'est surtout parce que bah, ce sont des personnes qui ont des besoins différents. Donc, enfin, pour le coup, ouais, c'est pour ça que je me posais la question, en fait. Et si tu proposes à ces gosses, par exemple, de créer un parcours, je sais pas moi, si je prends l'exemple de la communication, par exemple, je sais pas moi, tu as 5 personnes qui doivent suivre une formation de la thématique communication, ce qui en soi ne veut rien dire, évidemment, parce que les niveaux sont différents, parce que les attentes sont différentes. Mais si tu constitues un parcours avec ces gosses, je sais pas moi, de 3 ou 4 modules, dans lequel des personnes peuvent suivre tel ou tel module, même si elles n'ont pas besoin de suivre l'entièreté du parcours, ça peut être pour toi une façon de dire, voilà, je viens avec 5 personnes et non pas avec une. Tu vois ou pas? Ouais. Le fait d'identifier l'ensemble des besoins que tu as en inter sur une thématique, typiquement j'ai 5-6 besoins en inter sur la communication, ça peut te permettre de construire un parcours avec ces gosses ou avec n'importe quel organisme de formation pour leur dire la chose suivante, voilà, on aimerait faire un parcours de plusieurs sessions, envoyer des salariés chez nous qui ne suivront pas l'entièreté du parcours, mais qui s'inscriront à différents modules. Là, ça peut être une façon de négocier le coût de la formation auprès de ces gosses, parce qu'eux, ou n'importe quel OF, eux savent que ils ont un parcours entier dans lequel des personnes viendront régulièrement. Tu vois ou pas? Ouais. Ok. Et ça évite ça permet de faciliter la négo, je pense. Ouais, carrément. Ok. Euh, Il y a Merci. autre chose aussi, je t'en prie, je t'en prie. Il y a autre chose que je voulais amener aussi, c'était la façon dont vous pouviez grouper vos achats. Alors là, vous allez me dire, oui, mais Aurélien, nous, on est une toute petite entreprise, on n'a qu'une centaine de collaborateurs, on n'a pas assez de volume pour le faire. Ben justement, c'est l'objet de ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Là, c'est vraiment la possibilité, même pour une PME de 20 personnes, de négocier du volume auprès des organismes de formation. C'est pas de la magie, c'est du business. Comment vous faites? Vous contactez les entreprises autour de chez vous. Je sais que, encore une fois, moi, j'ai bossé sur Lyon, donc dans ce cabinet d'externalisation. Et à côté de Lyon, il y a un parc d'activités qui s'appelle Saint-Priest. Et sur Saint-Priest, il y a énormément d'entreprises. Ça va de Smoby à Volvo, des industries qui n'ont pas grand-chose à voir entre elles. Mais pour le coup, j'ai organisé avec ces entreprises-là, et avec cette méthode-là, une rencontre autour de l'achat de formation. Je vous explique comment j'ai fait. En fait, j'ai contacté ces entreprises en leur disant, voilà, ce qu'on aimerait faire, c'est pouvoir mutualiser l'ensemble des besoins de formation pour aller voir les organismes de formation et négocier ensuite avec eux. Et concrètement, comment on fait? Bah, d'abord, contacter et identifier les entreprises, soit de votre groupe, c'est-à-dire que si vous appartenez à une BU et qu'il y a d'autres entreprises, d'autres business units, n'hésitez pas à les contacter pour mutualiser, c'est encore plus simple. Mais sinon, n'hésitez pas à aller voir les entreprises juste à côté de chez vous. Encore une fois, si vous êtes dans un parc tertiaire, c'est d'autant plus facile. Une fois que vous avez identifié les entreprises qui ont elles aussi des obligations en termes de formation et des besoins, vous pouvez leur proposer une visio pour leur expliquer votre démarche, à savoir, nous souhaitons organiser une rencontre en présentiel pour pouvoir mettre en commun, mutualiser les besoins et aller négocier ensuite. Vous organisez un petit déj dans vos locaux, et puis c'est toujours l'occasion aussi de rencontrer les gens autour de soi, ou alors dans un café dans votre ville ou près de chez vous, enfin près de votre entreprise. Et ensuite, en tant qu'organisateur, vous allez réexpliquer la démarche à l'ensemble des personnes présentes
et en leur demandant quels sont les domaines de formation récurrents chez eux et à quel volume. Et n'oubliez pas aussi d'identifier les organismes avec lesquels chacun travaille déjà, parce que vous allez les contacter en priorité, évidemment, parce que vous avez déjà une relation commerciale avec eux. Vous mettez en commun les besoins, donc évidemment, ils doivent être anonymés. Hein. On a un besoin en formation management, devenir manager, par exemple, ou un besoin élaborer un plan de communication. Mais évidemment, vous ne mettez pas le prénom, le nom, la date d'entrée du collaborateur qui va suivre la formation, bien évidemment, pour des raisons évidentes de RGPD. C'est tout à fait essentiel que d'anonymiser les besoins de formation que vous aurez, évidemment. Et ensuite, vous proposez donc à l'ensemble des personnes présentes pendant votre petit-déj de choisir une délégation de 2 ou 3 personnes qui vont être en charge d'aller négocier avec les organismes de formation le volume que vous avez mis en commun tous ensemble. Et ensuite, vous allez donc contacter les organismes de formation avec lesquels vous bossez, avec lesquels vos nouveaux partenaires travaillent, et vous allez leur dire, je n'ai pas 10 000 euros de formation à vous acheter, mais j'ai peut-être 500 000 euros de formation à vous acheter. Et là, vous allez vite vous rendre compte que les organismes de formation vont prêter vraiment une attention à vos besoins. Et évidemment, seront beaucoup plus enclins à vous proposer une réduction. Est-ce que là aussi, ça vous paraît clair? Oui, oui, très Oui, clair. moi, ça me paraît clair parce que j'ai eu à utiliser cette méthode avec l'entreprise numérique d'où je viens avant d'intégrer Canal. Donc, on avait besoin d'avoir des formations pour le personnel technique. Je me suis rapprochée de ce OO2 et Udemy parce que c'est des formations en ligne. Et quand j'ai proposé à OO2, ils m'ont fait un prix et Udemy aussi m'a fait un prix. Donc, j'ai challengé les 2 prix et j'ai demandé à Udemy, j'ai un tel nombre de personnes et j'ai un volume, j'ai pas acheté un tel volume de formation. Si vous me faites une réduction, je pourrais aller jusqu'à 3 ans. Et c'est réussi parce que il m'avait proposé 13 000 euros et je me suis retrouvée à 10 500 euros. Donc, c'est bien réussi. Ça fait 20% de réduction sur un volume de 13 000 euros. C'est beaucoup, c'est même considérable. Ouais. Donc, et ce sont des méthodes qui fonctionnent vraiment. Le fait de mutualiser vos besoins avec d'autres, c'est vraiment quelque chose qui fonctionne bien. Manon, Janine ou Axel, vous avez des réactions, des questions peut-être? Non, non, c'est très clair. Oui, effectivement, de mon côté, c'est quelque chose qui pourrait être mis en place, notamment sur des formations de type SST, où on aurait des petites équipes et ça nous permettrait de pouvoir mutualiser les coûts. Absolument. Il me semble l'avoir précisé, oui, je l'ai précisé dans la slide, mais en fait, effectivement, les formations obligatoires sont obligatoires pour toutes les entreprises, en fait. Donc là, rien que sur ces intitulés-là, sur les formations obligatoires, vous savez que vous avez un levier et un volume chez vos voisins qui sont juste autour. Donc ça, c'est vraiment, voilà, c'est une méthode, encore une fois, que j'ai éprouvée, que j'ai testée et qui fonctionne. Donc voilà, j'espère qu'en tout cas, qu'elle vous servira vraiment déjà à rencontrer d'autres RH autour de chez vous, parce que ça me paraît essentiel, vraiment. Que vous puissiez, vous, en tant que RH, aller frapper à la porte d'à côté pour savoir comment les autres travaillent et voir si vous ne pouvez pas travailler ensemble. C'est un peu l'objet de l'Afterwork RH. Hein. Je vais prêcher pour ma paroisse une seconde, mais très clairement, c'est parce que il y a un collectif de professionnels qui travaillent et qui collaborent ensemble, même si les entreprises sont différentes, même si parfois il peut y avoir des enjeux concurrentiels, c'est toujours extrêmement positif que de s'intéresser à ce que les gens font autour de chez vous, autour de votre entreprise, et voir la façon dont vous pouvez travailler ensemble. Et c'est quelque chose qu'on reproche assez souvent à la fonction, qui est de ne pas sortir de son bureau, mais sortir de son bureau pour aller voir les collaborateurs et pour aller voir les autres entreprises, ça me paraît essentiel. Et c'est pour ça que je vous invite là aussi à vous inscrire aux Afterwork RH le plus souvent possible. Fin de la promotion pour ma paroisse. Ici, je résume ce qu'on a vu jusqu'ici en ajoutant quelques éléments. Donc, en termes de technique d'achat, évidemment, comme je vous l'ai dit, j'insiste un peu lourdement sur le référencement des organismes, sur l'historique que vous avez avec eux, sur le groupement d'achat de formation, en particulier pour les intras, mais ça marche également pour les inters. Il suffit de caler les agendas et les besoins et les intitulés pour ça, et ça peut être plus facilement mis en place, très clairement, avec d'autres. N'hésitez pas aussi à interroger votre OPCO
C'est-à-dire que Yacine n'était pas directement concerné par la relation aux OPCO, mais en tout cas, tous ceux qui travaillent en France peuvent effectivement demander conseil à leur opérateur de compétences parce que, d'après moi, ce sont les personnes les plus qualifiées et les mieux à même pour vous proposer, vous suggérer des prises en charge par différents dispositifs. Et même pour les plus de 50 ou les moins de 50, il y a toujours finalement des possibilités de trouver des dispositifs de prise en charge. Pour les moins de 50, typiquement, je pense à la FEST, qui est l'action de formation en situation de travail, qui est une modalité particulièrement plébiscitée. Ça a été porté par la NAC et honnêtement, c'est un dispositif de formation qui vise à formaliser la formation informelle. Et il y a des prises en charge sur cette modalité-là et j'apprécie particulièrement cette modalité parce que je la trouve très efficace, pratico-pratique, et elle permet de ramener à la formation ceux qui en sont éloignés. Parce que la formation se fait sur le poste de travail, justement. Diversifier également les modes d'apprentissage en élargissant la définition. Vu qu'il y a un élargissement de la définition d'une action de formation, on la remplace par un parcours aujourd'hui, vous pouvez aller chercher d'autres modalités avec évidemment le digital, le présentiel, des MOOC, du social learning, ce qu'on est en train de faire là, apprendre en collectif. Vous avez la possibilité vous-même d'organiser des sessions avec des experts en interne que vous pourriez avoir dans votre société qui peuvent prendre du temps sur leur temps de travail pour transmettre ce qu'ils savent. Alors là, quand je parle d'ouverture à de nouveaux modes d'apprentissage, c'est pas indiqué ici, mais je pense spontanément au mentoring, au reverse mentoring. Comment les anciens peuvent former les nouveaux, comment les nouveaux jeunes digital learning, digital natives peuvent former et accompagner les générations précédentes sur notamment l'utilisation du digital ou d'autres techniques. Voilà, il y a plein de choses, plein d'initiatives que vous pouvez mettre en place en interne, encore une fois, comme le mentoring ou le reverse mentoring, qui peuvent là aussi être une modalité de formation informelle, mais qui ne coûte pas d'argent à l'entreprise notamment. Vous pouvez aussi prévoir un cofinancement avec le CPF des collaborateurs, mais là, je précise, attention, ça doit être fait, j'allais dire, dans les règles de l'art, en prévenant le collaborateur qui va effectivement utiliser une partie des fonds de la formation professionnelle auxquels il a droit individuellement pour l'entreprise. J'ai vu nombre de responsables RH et responsables formation avec peu ou pas de scrupules qui allaient taper directement dans le portefeuille des collaborateurs qui, lorsqu'ils quittent l'entreprise, eux, gardent leur CPF. Donc, ce qui est, à mon avis, accepté, acceptable et souhaité par les collaborateurs, c'est qu'ils soient minima prévenus qu'on va effectivement utiliser une manne financière à leur disposition pour les former dans le cadre de la stratégie de l'entreprise. Ça me paraît assez essentiel à rappeler parce que l'éthique à ce niveau-là des dernières années n'a pas toujours été respectée. Et je mets beaucoup d'euphémisme dans ce que je vous dis là. Est-ce que, avant d'aller un peu plus loin, je vais d'abord vous demander si c'était OK pour vous cette slide-là avec les différentes techniques d'achat de formation. Est-ce que vous aviez des questions éventuellement? Non, c'est très clair. Très bien, merci beaucoup. Donc, aller plus loin, c'est marketer et adapter les modalités de l'offre de formation. Quand je dis marketer, en fait, c'est ce que je disais tout à l'heure par rapport au recueil, c'est convaincre les collaborateurs que vous avez sélectionné pour eux, choisi pour eux les meilleures formations et les meilleurs organismes pour répondre à leurs attentes de développement de compétences. Et ça, évidemment, ça vous demande de présélectionner une offre de formation et la rendre attractive ou alors faire en sorte qu'elle le soit. C'est-à-dire que si vous avez des formations classiques standards, vous pouvez mettre en avant typiquement les modalités de formation innovantes de l'organisme, vous pouvez mettre en avant l'organisme ou les formateurs eux-mêmes qui ont un parcours un peu spécifique et le fait de valoriser les formations que vous avez effectivement choisies pour vos collaborateurs, ça va vous permettre d'amener le recueil de besoins et le catalogue interne que vous avez créé aux collaborateurs beaucoup plus facilement. Ensuite, vous pouvez effectivement faire correspondre l'offre que vous proposez aux attentes de vos collaborateurs. Donc, ça demande un peu de travail, mais mettre en adéquation à la fois l'offre et les attentes, ça me paraît et être pour vous une façon de mieux appréhender les attentes de vos collaborateurs, ce que vous leur proposez. Et pour le collaborateur, c'est le sentiment d'être entendu quant à ses besoins de formation.
et ses besoins tout court. N'oubliez pas qu'il y a une vraie communication autour de tout l'aspect formation, notamment en fin d'année avec la négo, ou en tout cas la présentation de la politique formation avec les partenaires sociaux notamment. Ensuite, communiquer sur votre catalogue interne, c'est-à-dire que régulièrement, vous pouvez envoyer des mails à vos collaborateurs en disant « Est-ce que vous auriez besoin d'une formation en management? Est-ce que vous auriez besoin d'une formation en production, etc. » Et le fait que vous soyez proactif tout au long de l'année sur les demandes de vos collaborateurs, quand bien même le recueil des besoins ait été fait, c'est une façon de continuer d'actualiser les besoins et les attentes des collaborateurs tout au long de l'année et d'être plus réactif pour vous au moment du recueil des besoins. Sachant que j'ai travaillé avec des entreprises qui avaient un recueil de besoins ouvert toute l'année. C'est-à-dire que les collaborateurs pouvaient exprimer leurs besoins tout au long de l'année. Il n'y avait pas une période d'ouverture et de fermeture comme on le voit dans 90% des entreprises. Ensuite, comme je vous le disais tout à l'heure, administrer un questionnaire autour du recueil et autour de cette thématique. Et après, vous avez effectivement un résultat. Le résultat attendu, c'est effectivement que vous allez gagner en temps parce que vous savez exactement ce que vous allez négocier et avec qui. En efficacité, parce que vous avez toujours les mêmes interlocuteurs au sein des organismes et ça facilite le relationnel, et un gain financier, évidemment, parce que vous maîtrisez le volume, vous négociez des tarifs plus bas, et c'est je veux dire, une suite logique des actions d'optimisation que vous avez réalisées jusque-là. Des questions? Non, c'est très clair. Ok. Je vous demande une petite seconde et j'arrive. Là, ce que je voulais voir avec vous, c'est les différentes modalités de formation. Donc, quelles étaient les modalités de formation classiques qu'on connaît, évidemment, les organismes de formation, je ne suis pas revenu dessus. Mais là, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'en fait, on peut ouvrir à d'autres types de formation, à d'autres volumes et à d'autres types de formation auxquels on ne pense pas spontanément. Tout à l'heure, j'ai parlé du mentoring et du reverse mentoring. Très clairement, là, ici, je vous propose d'autres modalités, comme la formation à distance et le coaching pro. Le coaching, a pas mal évolué ces dernières années. C'est-à-dire qu'il y a une dizaine d'années, quand on demandait un coaching, c'est qu'on avait un problème dans l'entreprise et c'était assez compliqué de l'exprimer et d'exprimer cette demande dans ce sens. Et lorsqu'on mettait en place des coachings, en général, c'était pour des fonctions d'encadrement, de direction ou de direction. Il y a eu un essor du coaching ces dernières années, avec une augmentation du nombre de praticiens, notamment coachs, et ça a permis une démocratisation et une meilleure compréhension de ce que qu'est le coaching. En fait, parfois, il arrive qu'un collaborateur ait du mal à évoluer au sein d'une entreprise, non pas pour un aspect technique, mais pour un aspect complètement personnel. Et le coaching permet, et j'en suis convaincu, de changer, de transformer l'approche ou en tout cas la façon dont on va accompagner le collaborateur pour lui faire atteindre les objectifs qu'on lui a fixés ou qui s'est fixé. Donc, je vous invite vraiment à découvrir cette modalité qui est encore qui est en essor, mais qui est encore assez peu répandue pour l'ensemble de la population d'entreprise, mais c'est quelque chose qui fonctionne très bien. Les autres modalités de formation, le podcast ou le mobile learning, typiquement, sont une grosse tendance ces dernières années. C'est-à-dire qu'avec l'essor de Spotify, de YouTube et des différentes chaînes, vous pouvez proposer aux collaborateurs de parfaire leur culture générale ou même leurs compétences à la lumière d'apprentissage complètement informel et absolument partout. Donc ça, c'est vraiment, à mon avis, comment dire, une nouveauté de ces dernières années et une tendance à suivre parce que ça permet d'acquérir des connaissances et dans le cadre de formation interne notamment, vous pouvez largement utiliser ces modalités. Il y a autre chose dont je voulais vous parler avec ces podcasts, c'est très clairement l'essor des podcasts à destination des RH. Et je vous invite vraiment à découvrir les podcasts de Story RH notamment, qui sont disponibles sur YouTube et qui sortent très régulièrement. Les sujets, la façon dont c'est amené, c'est vraiment très pertinent et en général très bien pensé. Donc, je vous invite vraiment à découvrir leurs podcasts parce que, si vous ne les connaissez pas déjà, parce qu'ils sont vraiment très bons. C'est Story RH. Story comme story et RH associé. Essayez plusieurs modalités comme le blended ou le mix. Plébisciter évidemment le social learning, comment les personnes, les collaborateurs de votre entreprise peuvent apprendre entre elles lors d'événements dédiés. Les MOOC qu'on ne présente plus, les Massive Open Online Courses. Et après, tous les cursus universitaires et les certifications en ligne qui sont disponibles, alors évidemment avec l'IGS,
avec HBR, qui est Harvard Business Review. Et dites-vous que même si vous n'êtes pas directement aux États-Unis, vous pouvez vous faire certifier de HBR, par exemple, sur tout ce qui est technique de gestion, de management de projet ou gestion de projet, et même plus largement sur d'autres intitulés. Canvas, qui n'est pas l'outil qu'on utilise pour faire des présentations, mais qui est une plateforme de contenu vraiment bien faite, que je vous invite à découvrir. Et après, FunMOOC, qui est en fait France Université Numérique, sur lequel vous avez énormément de contenu disponible gratuitement. Est-ce que vous avez des questions sur à la fois les modalités et sur la façon dont on peut marketer son offre de formation? Là, je vais juste revenir sur le fait de marketer son offre de formation, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui me paraît compliqué quand on a une population qui s'intéresse déjà beaucoup trop à la formation. Je me dis, dans mon entreprise, en tout cas, c'est vraiment pas nécessaire parce que finalement, nous, on se retrouve sous l'eau à la formation parce que il y a des personnes qui ont même pas forcément besoin de cette formation ou qui travaillent pas sur des projets qui ont besoin de compétences liées à cette formation. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a énormément de demandes. Donc, c'est vrai que c'est quelque chose en tout cas, c'est très nouveau pour moi. Peut-être que dans un autre contexte, d'autres entreprises pourraient avoir besoin de ce point-là. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, j'arrive pas à m'imaginer. Janine, rappelle-moi l'entreprise dans laquelle tu es. Je suis chez AREP, c'est la filiale architecturale de la SNCF. Ok. Et donc, ils ont une véritable appétence pour la formation? Ah ouais. Vraiment. C'est abusé. En plus, on a un organisme de formation interne, donc des formateurs internes. Et même avec ça, on s'en sort pas. En fait, ça suffit. On se rend compte que les formations internes, elles suffisent pas forcément. Bon, ce que je peux comprendre parce que c'est des petits modules de 1 heure, 2 heures. Et c'est vrai que les gens, ils ont tendance à toujours vouloir aller plus loin et à toujours faire des demandes de formation qui coûtent hyper cher. Donc, on s'en sort pas toujours. Donc, c'est vrai que les managers, ils nous crient souvent dessus, quoi. Alors, comme disent nos amis canadiens, c'est un bon problème à avoir, honnêtement. Ouais. C'est d'après moi un bon problème à avoir parce que il n'y a pas de réticence à aller en formation, à développer ses connaissances ou ses compétences, et je trouve ça plutôt positif en fait. Donc là après, ce sur quoi il sera nécessaire d'accentuer. Je pense que ce sera sur les critères d'acceptation de la formation, au-delà du prix Ouais. évidemment. Mais je pense que ça peut vraiment être quelque chose d'important de formaliser cet aspect-là, justement pour éviter d'avoir des flots de demandes trop importants. Et merci pour le partage d'ailleurs. Je reviens aussi en début de session, je vous ai dit que je voulais vous présenter un outil qui s'appelait Airtable pour pour la gestion de la formation. Ici, on est sur un modèle, donc une template déjà préfaite dans l'outil qu'on appelle Airtable. Donc c'est un outil de gestion de projet que vous pouvez utiliser gratuitement jusqu'à 5000 lignes. Donc là, vous voyez que j'en ai 4, mais la version premium vous permet vraiment de bosser dessus. Et Airtable, ça s'écrit comme vous le voyez ici, Airtable, en fait, .com. Sur Airtable, en fait, vous allez avoir la possibilité de formaliser votre gestion de la formation. Donc ici, vous avez les intitulés de formation, vous avez la présentation du catalogue, les publics prévus, la durée de la formation, le nombre de participants, etc. Tout ça a été pré-formalisé par Airtable. Et vous pouvez bien entendu modifier l'ensemble des tableaux, des intitulés, des visuels, etc. Ce que je voulais vous montrer ici, c'est comment, en 3 clics, j'ai réussi à obtenir un outil qui est préformaté pour à peu près toutes les situations. Ce qui est intéressant chez Airtable, c'est que vous avez ici donc une vue en ligne et vous avez aussi une vue ici en bloc qui vous permet vraiment de repérer les différentes formations, les notes moyennes facilement et visuellement. Si vous allez en bas, vous verrez que vous avez d'autres possibilités et d'autres vues possibles. Typiquement, vous pouvez créer un calendrier, une galerie, une chronologie, une liste ou un Gantt. Et si vous allez donc sur un autre onglet, vous retrouverez des informations complémentaires aux formations qui sont sur le premier onglet.
et d'ailleurs on y va tout de suite, vous voyez ici que les formations sont présentées ici dans différents blocs, le développement des gestionnaires, l'intégration des nouveaux collaborateurs, le leadership et la formation sur les préjugés inconscients, par exemple. Vous avez la personne référente, le facilitateur, la salle de réunion qui est prévue, le nombre d'inscrits aux sessions, l'inscription elle-même, la note moyenne, etc. Et tout ça est déjà préformaté par Airtable en amont de la session. Si vous cliquez juste en dessous, vous avez là le calendrier des cours. C'est-à-dire que dès que vous allez mettre les dates dans le premier tableau ici, comme vous le voyez, là, il y a les dates de début et les dates de fin, automatiquement, vous allez avoir un calendrier qui sera programmé avec l'ensemble des éléments. Évidemment, si vous cliquez sur cet événement-là, vous voyez que tout est déjà prévu et disponible ici. Vous avez un classement, les cours à venir, les cours passés. Évidemment, c'est le template, donc les cours sont tous passés. Et un classement par animateur. Encore une fois, tout est entièrement personnalisable à volonté. En termes d'inscription, vous avez même la possibilité d'avoir des vues des différents inscrits à vos sessions de formation, avec les formations programmées par gestionnaire. Et là, vous avez même le formulaire qui va permettre à tout à chacun de s'inscrire à la formation. Donc, évidemment, tout ça, c'est des formations type. Mais la formation programmée ici, la personne a la possibilité de venir sur le formulaire, de cliquer sur « Ajouter » et de sélectionner parmi les formations qui sont proposées dans votre tableau. Vous avez aussi la possibilité ici d'administrer un formulaire pour avoir les feedbacks de la formation. Là aussi, tout est administré, là aussi, tout est fait en automatique par Airtable. Et vous avez les résultats qui s'affichent classés par intitulé de cours, automatiquement, là encore, avec les différentes notations prévues par formation. Et pour terminer, la formation par service et par équipe. Est-ce que vous avez des questions par rapport à Airtable ou à l'outil que je viens de vous montrer? Non, ça c'est clair. Moi, je m'étais déjà intéressé parce que tu l'avais présenté dans une formation il y a quelques mois. Et donc, j'avais regardé. En effet, c'est intéressant, mais je m'étais plus dirigé vers les Microsoft Forms. Mais ça fonctionne aussi bien. Exactement, chacun C'est ça. son équipe en fait. Enfin, évidemment, Microsoft propose aussi de ce type d'outils. Je sais qu'il est possible de le faire avec un autre outil dont j'ai oublié le nom, qui est quasiment une réplique d'Airtable en fait. Donc oui, effectivement, ça c'est un outil no-code, Axel, comme tu l'as compris, que j'affectionne particulièrement. Mais après, effectivement, c'est plus la logique en fait qu'il y a derrière qui est intéressante, je trouve, que l'outil lui-même, bien évidemment. C'est pour ça que si tu as l'équivalence chez Microsoft, c'est aussi bien, et ça me paraît le plus important d'après moi, c'est d'utiliser en fait, vraiment. Oui. C'est d'en avoir l'usage et de savoir que ça existe. Et surtout, en fait, il y a ce que disait tout à l'heure de mémoire Manon, quand Manon disait mais j'ai pas de budget. J'ai pas de budget, oui, mais finalement, en fait, on a tous la possibilité de découvrir des outils qui soient complètement adaptés et faciles. Je switch de caméra pour revenir à vous. Hop, voilà. Et d'abord, je voulais d'abord vous demander avant la fin de la session si vous aviez des questions par rapport à tout ce qu'on avait vu, les outils, les techniques d'optimisation, de marketing. Est-ce que vous avez des questions ou des retours sur cette session? Moi, j'ai trouvé ça super intéressant. Je sais pas si c'était trop court ou si c'est moi qui suis arrivée trop en retard, mais c'est vrai que j'aurais aimé que ça dure un peu plus longtemps, qu'on rentre un peu plus dans le détail, mais c'était très intéressant. Merci beaucoup. Merci. Oui, pareil, j'ai appris beaucoup de choses, donc je suis content. Très bien. En fait, le point le plus important, c'est vraiment que l'issue d'une heure comme celle-ci, effectivement, c'est un format qui est très court pour parler de. Merci Manon, merci beaucoup. En fait, c'est un format qui est très court pour parler d'un sujet aussi complexe et aussi complet qu'est l'optimisation de l'achat de formation, parce qu'il y a effectivement beaucoup d'aspects à voir et à prendre en compte. Mais étant donné qu'on s'adresse à des professionnels qui sont déjà un peu au fait du sujet, étant donné que vous avez beaucoup de pistes aussi à creuser,
c'est pour ça que ce format d'1 heure me paraît bien. Ceci dit, si vous souhaitez approfondir la thématique, s'il y a des aspects que vous souhaitez voir peut-être plus explicités, je sais pas moi, les outils, le marketing, l'organisation d'une session de petit-déj avec d'autres, n'oubliez pas qu'en tant qu'adhérent de l'Afterwork RH, vous avez la possibilité de demander des sujets lors des RH Live et vous avez même la possibilité d'organiser ou d'animer vous-même ce type de session. Ça, il suffit simplement de revenir vers Sarah Massiot, secrétaire générale, ou moi-même, et on met en place la session RH Live que vous souhaitez avec les membres de la communauté pour parler de vos sujets. Ça me paraissait essentiel à préciser à la fin. Et est-ce que je vous le demande une dernière fois, est-ce que vous avez des questions, des interrogations, des remarques, des feedbacks? Bon, pour moi, je l'ai trouvé très intéressant parce que j'ai eu à utiliser ton technique concernant le marketing, mais ça va beaucoup m'aider aussi parce que je suis en train de préparer aussi d'autres sessions de formation pour les équipes commerce et je pense que je vais encore renégocier pour avoir plus de flexibilité. Donc, pour Airtable, moi, j'ai eu à travailler sur ça, mais personnellement, parce que en interne, on utilise Microsoft comme Axel, mais j'ai eu à utiliser Airtable personnellement. Je prépare là-bas tout ce qui est présentation et autres, et après, je propose au niveau de la direction. Donc, c'est un outil que j'ai personnalisé. Ok, donc c'est un outil que tu connais déjà et c'est parfait. Mais en tout cas, et même si vous souhaitez peut-être voir d'autres utilisations d'Airtable sur l'intégration, sur la gestion des collaborateurs, sur l'arbitrage d'un plan de formation, ce genre de choses, c'est tout à fait possible. On pourra prévoir une session comme ça avec grand plaisir. En tout cas, un grand merci à chacun pour votre participation, pour vos questions, pour votre proactivité. Exactement, Manon, il te restait plus qu'à négocier, tout à fait. Merci pour ta participation et même à l'écrit. C'est très sympa de ta part. Et avec plaisir pour organiser une session autour d'Airtable, certainement. Je prends le temps de lire les messages au même moment. Quoi qu'il en soit, un grand merci à tous. On se retrouve rapidement et prochainement pour une prochaine session RH Live. Et quant à moi, je me tiens à votre dispo et je vous dis à bientôt. Merci, au revoir. À bientôt.